Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir, tout de suite les titres de cette édition. La distribution des premières doses du vaccin anti-Covid se poursuit dans plusieurs villes du Royaume. Nos équipes à Agadir, Tanger, Rachidia et Oujda ont assisté à la remise des premiers lots qui ont été stockés dans des chambres froides. C'est devenu un rituel inévitable pour les automobilistes à Rabat, tourner en rond avant de se garer. Pourtant, la capitale regorge de parkings et plusieurs projets sont en cours de réalisation. C'est un problème de gestion qui serait à l'origine de cette situation. Plus que quelques jours pour payer votre vignette automobile 2021. Le dernier délai le 31 janvier. Prix, procédure, pénalité, exonération. Que faut-il savoir? Mehdi Boukhari nous dira tout dans sa chronique Question Éco. C'est un court-métrage qui raconte l'enfer d'une relation avec un pervers narcissique. Les larmes d'une bougie est un film qui met des mots sur une forme de violence invisible. Sa réalisatrice Louar Gragui est l'invitée salon de ce journal. Le processus est donc lancé. C'est le dernier virage avant le lancement de la campagne de vaccination. Les réceptions de vaccins s'enchaînent depuis hier après-midi à travers plusieurs régions du Royaume. Nos équipes à Tanger et à Agadir ont assisté à la remise des premiers lots qui ont été stockés dans des chambres froides. Reportage Fadel Zedoni et Rafik Agomad, le récit et de Rizlam Taibi. Les précieuses fioles fabriquées à Pune dans l'est de l'Inde et acheminées depuis la régie autonome des frigorifiques de Casablanca sont enfin arrivées à Agadir. Et c'est de là qu'elles seront distribuées dans les centres de vaccination de toute la région de Souss-Massa. Toutes les provinces de la région de Souss-Massa vont recevoir leur quote-part dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Le vaccin développé par le groupe anglo-suédois AstraZeneca et l'université d'Oxford était très attendu dans cette région de plus de 3,5 millions d'habitants. J'espère que tout le monde va se faire vacciner afin que nous puissions enfin revenir à notre vie d'avant. Nous étions tous impatients de recevoir le vaccin. En attendant l'immunité collective, les gestes barrières doivent toujours rester de vigueur. La région de Tanger-Tétouan Al-Husseima a également reçu son premier lot de vaccins hier soir. Il a été stocké au centre médico-légal de Tanger, dans des chambres froides entre 2 et 8 degrés, en attendant le début de la campagne d'immunisation. Des premiers lots de doses du vaccin anti-Covid sont également arrivés dans la province de Rachidia et dans la région de l'Oriental. Une dotation venue directement de Casablanca où une première cargaison du vaccin britannique AstraZeneca a été réceptionnée vendredi. Le Maroc devrait recevoir demain un second lot du vaccin Sinopharm. Reportage Abd Samad Taam et Oussama Ofker. Le récit est de Amina Ben Khalq. Un convoi sous escorte, c'est ainsi que la région de l'Oriental reçoit les premières doses de vaccins. Une cargaison livrée puis stockée au niveau de l'unité régionale d'approvisionnement et de pharmacie, où des équipes de cadres administratifs, de médecins ou encore d'infirmiers ont passé une partie de la nuit. C'est une dotation qui est venue directement de Casablanca pour quand il y aura le lancement de la campagne nationale de vaccination de la région. Donc on va utiliser ce vaccin pour vacciner les gens qui sont à qui est destiné ce vaccin. Dès leur livraison, ces doses du vaccin AstraZeneca sont immédiatement stockées dans des chambres froides à une température située entre 2 et 8 degrés Celsius. Bien sûr, cette température est étalonnée par des outils qui nous facilitent le suivi d'une manière instantanée la température entre 2 et 8 degrés. Même rigueur et même réflexe à Rachidia où ces professionnels réceptionnent les premières doses du vaccin et ce, en prévision du lancement imminent de la campagne nationale de vaccination. Je vous rappelle que pour la première phase de cette campagne de vaccination, la priorité sera accordée à certaines cibles, en particulier les personnels de première ligne, en l'occurrence les professionnels de santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l'éducation nationale, ainsi qu'aux personnes âgées, aux personnes vulnérables au virus, et ce, avant de l'élargir au reste de la population. Les citoyens et les résidents étrangers faisant partie des catégories ciblées peuvent obtenir le rendez-vous de vaccination et avoir des informations sur le centre de vaccination en consultant le portail www.liqahcorona.ma ou en envoyant un SMS au 17 17 qui est un numéro gratuit.
Et pour parler de cette campagne de vaccination, le professeur Kamel Marhoum Filali est l'invité de ce journal. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, faisons un petit quiz de la population cible. On l'a compris, ce sont d'abord les frontliners qui vont être vaccinés. Qui arrive ensuite? Et est-ce qu'il y aura plusieurs phases durant cette campagne de vaccination? Écoutez, il est clair qu'il faut commencer par une population donnée, parce qu'on va prioriser. Bon, ce sont les frontliners, comme vous avez dit, qui vont être vaccinés en premier. On n'entend pas frontliners les personnes qui sont en contact direct dans cette lutte, en particulier les soignants. En deuxième ligne, donc, vous aurez tout ce qui est sécuritaire, autorité, etc. Et puis, il y a également les personnels de l'éducation nationale. Ça aussi, c'est très important, il faut le noter. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une histoire d'âge. Comme il faut prioriser, on va prioriser également avec l'âge. Donc, je donne un exemple, parce que sinon, on va prendre beaucoup de temps. Pour le personnel soignant, on commencera par les personnes qui sont âgées de 40 ans ou plus. Voilà. Et c'est la même chose pour les autres populations. Et ensuite, il y aura d'autres phases où d'autres catégories seront incluses. Effectivement, parce que ce qui est prévu, c'est de vacciner toutes les personnes qui sont âgées de plus de 18 ans, avec comme objectif de couvrir 80% de la population marocaine. Alors, professeur, que peut-on dire à cette population cible, surtout les personnes âgées, pour les rassurer quant à la sécurité et l'efficacité de ces vaccins? Je vous pose la question parce que vous faites partie du comité de veille et que vous avez aussi suivi de près les essais cliniques. Écoutez, là, c'est ce qu'on appelle peser le bénéfice et risque. Si nous ne vaccinons pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? Si nous vaccinons, qu'est-ce qui risque d'arriver? Bon. Si on ne vaccine pas, on sait très bien qu'il y a un risque de Covid-19 qui, malheureusement, chez les personnes âgées, entraîne des formes sévères avec souvent une mortalité. Par contre, si on vaccine, on espère avoir une réponse favorable qui peut-être ne sera pas à 100% favorable, d'accord? Mais en tout cas, il faut se rassurer parce que les deux vaccins que nous avons sont des vaccins qui sont à virus inactivé, c'est-à-dire un virus qui n'est pas capable de se multiplier, donc c'est un virus qui est mort. Voilà. Alors, après la vaccination, est-ce que le patient doit prendre des précautions particulières? Écoutez, la première des précautions, c'est de ne pas quitter les mesures barrières, les garder. Voilà, ça c'est très important. Ensuite, il va se surveiller. S'il a des effets indésirables, il y a moyen, selon ce que vous avez dit justement sur l'application qui permet donc de déclarer les effets secondaires ou bien d'appeler le médecin qui a vacciné pour, disons, discuter de ces effets secondaires et voir s'il y a lieu de s'inquiéter, s'il y a lieu de prendre un traitement particulier. Mais sinon, d'après ce qu'on sait de ces vaccins-là, il n'y a pas de risque important, disons, d'effets secondaires importants. Alors, docteur, si on a reçu une dose d'un vaccin X, est-ce que la deuxième dose doit être du même vaccin ou peu importe? Alors, il faudrait que ce soit le même vaccin. Voilà. Parce que combiner les vaccins entre eux, ça n'a jamais été fait. Et donc, on ne sait pas vraiment ce que ça pourrait entraîner comme réponse. D'accord? Donc, mieux vaut utiliser toujours le même vaccin chez la même personne. Professeur, une dernière question sur le nouveau variant britannique. Il a fait son apparition au Maroc et avec ça, il y a un grand débat autour des masques. Est-ce que les masques qui sont accessibles au grand public, qu'on trouve dans les supermarchés, sont toujours d'actualité? Est-ce qu'ils nous protègent suffisamment? Écoutez, si on les utilise bien, ils protègent. D'accord? Mais il C'est-à-dire faut les utiliser jeter au bout de correctement. 3 heures. Les jeter au bout de 4 heures, même 3 heures, 4 heures. Surtout les utiliser correctement, c'est-à-dire qu'ils protègent le nez, la bouche, les deux. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Et il y a effectivement une polémique actuellement disant qu'il faudrait peut-être d'autres types de masques, des masques à haut pouvoir de filtration, mais pour l'instant, ces choses-là ne sont pas du tout confirmées. Donc on peut se contenter de ces masques-là, juste les porter correctement et en respectant. Voilà. Merci beaucoup, professeur, pour prie. toutes ces précisions.
Arrêtons-nous à présent, comme tous les soirs, sur les derniers chiffres du Covid-19. Durant ces dernières 24 heures, 867 cas de contamination ont été enregistrés sur un peu plus de 12 000 tests réalisés, un intervalle durant lequel 15 décès ont été enregistrés. Pour ce qui est des guérisons, 1351 rémissions ont été répertoriées à travers les différentes régions du royaume. Un peu plus d'un an après l'apparition du coronavirus à Wuhan, le bilan mondial de la pandémie continue de s'alourdir avec l'apparition de nouvelles souches et le retard de certains vaccins. De nombreux pays renforcent leurs mesures restrictives. L'OMS a annoncé que l'immunité collective ne sera pas atteinte cette année. Oussama El-Bkhali. En Chine, l'une des plus ambitieuses campagnes de vaccination au monde se poursuit. Le pays ayant déjà administré une première injection à 15 millions de personnes, mais après avoir enregistré 79 contaminations en moins de 24 heures et un second décès en 2 semaines, la Chine a décidé de renforcer les contrôles aux frontières. De son côté, la France continue d'enregistrer des chiffres de plus en plus alarmants. Avec 4 240 nouveaux cas enregistrés et près de 1 800 personnes admises dans les hôpitaux depuis hier, le bilan du coronavirus s'assombrit. Plus de 73 000 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus dans l'Hexagone, dont 445 lors des dernières 24 heures. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès liés à la pandémie a dépassé les 2 millions de personnes, au moment où le nombre de contaminations depuis son début a atteint les 100 millions. Alors que l'organisation onusienne a affirmé que l'immunité collective ne pourra pas être atteinte en 2021, de nombreux pays, dont les Pays-Bas, le Brésil, l'Espagne ou encore le Danemark, ont vu leurs citoyens défiler lors de manifestations contre la gestion de la crise pandémique. L'Italie, déjà fragilisée par la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19 à laquelle s'ajoute une crise économique, n'avait pas besoin de ça. Une énième impasse politique qui a obligé le Premier ministre Giuseppe Conte à démissionner ce mardi à la mi-journée. Sa coalition a été lâchée par un parti pivot 1 an, 4 mois et 20 jours après son entrée en fonction. Conte II, le 66e gouvernement de l'histoire de la République italienne, a cessé d'exister. Un mot à présent sur la coopération antiterroriste entre le Maroc et les États-Unis. La Direction générale de la surveillance du territoire a fourni au Bureau fédéral d'investigation américain des renseignements précis sur un soldat américain arrêté le 19 janvier et qui planifiait une attaque terroriste à New York. C'est ce que souligne aujourd'hui Habboub Cherkaoui, directeur du BCIJ. Une quarantaine de rebelles tués dans une offensive de l'armée centrafricaine. Les forces armées de Centrafrique et leurs alliés ont attaqué les rebelles qui tentent d'imposer un blocus de la capitale Bangui et de renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra. La semaine dernière, le gouvernement a décrété l'état d'urgence pour une durée de 15 jours sur l'ensemble du territoire pour permettre aux autorités de procéder à des interpellations. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Cette troisième enquête du Haut Commissariat au Plan sur les effets de la pandémie du Covid-19 sur les entreprises, elle répertorie les secteurs les plus touchés. Elle révèle aussi que près de 38% des entreprises ont réduit leur effectif employé. C'est une chanteuse authentique avec une voix puissante et une écriture en derija et en anglais. Leila Shakir et ses musiciens étaient à l'Institut français de Meknès ce week-end pour un concert digital sur lequel nous reviendrons dans un instant. Mais avant cela, allons du côté de Rabat pour parler d'une mission impossible, tourner en rond avant de se garer. C'est devenu un rituel inévitable pour les automobilistes. Pourtant, la capitale regorge de parkings et plusieurs projets sont en cours de réalisation. C'est un problème de gestion qui serait à l'origine de cette situation. Reportage Mohamed El-Qant, le récit est de Oussama El-Bkhali. Dans chaque rue et ruelle de la capitale, le paysage est le même. Trouver une place de stationnement relève du véritable exploit. Stationnés sur les trottoirs, les véhicules sont collés les uns aux autres. Pour les Rabatis, le stationnement est un casse-tête quotidien. Ça me prend vraiment beaucoup de temps pour trouver une place. Entre midi et 2, c'est difficile de stationner, pour vous dire. C'est trop, cela fait une demi-heure que je cherche une place sans succès, j'en ai toujours pas trouvé. Malgré la disponibilité de parkings souterrains dans plus d'un quartier de la capitale, le stationnement reste problématique à plusieurs endroits. Pour le conseil de la ville de Rabat,
La solution est dans la réalisation de nouveaux parkings. La question du stationnement à Rabat est en train d'être réglée. Premièrement, on vient d'inaugurer le parking sous-sol de la gare Rabatville. Mamounia, il existait depuis longtemps. Celui de Théâtre Mohamed V qui vient d'être inauguré aussi fonctionne. Il reste celui de Bab el-Had qui vient d'être achevé, plus de 600 places. Et d'ici 2 ou 3 mois, on aura, Inch'Allah, Bab Chella. Avec près de 760 000 véhicules, la région de Rabat compte le deuxième plus important parc automobile au Maroc, derrière celui de Casablanca. Comme chaque année, les propriétaires de véhicules devront s'acquitter de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles, également appelée vignette. Le dernier délai est le 31 janvier 2021. Les tarifs restent inchangés au titre de la loi de finances 2021. Pour rappel, les véhicules hybrides et électriques au Maroc sont exemptés de la vignette. Et pour parler plus en détail de cette taxe, Mehdi Boukhari nous a rejoint pour sa chronique Question Éco. Mehdi, bonsoir. Alors, plus que quelques jours pour s'acquitter de la vignette. Est-ce que les tarifs ont changé pour cette année et qu'en est-il des pénalités pour les retardataires? La première des choses, c'est que le passage à la caisse est inévitable pour rouler sereinement à bord de sa petite voiture. Il reste donc moins de 6 jours pour s'acquitter convenablement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles, appelée communément vignette. Les tarifs restent inchangés avec le même barème. Pour rappel, il est calculé sur la base de la puissance fiscale du véhicule. Plus la voiture est puissante et carburant, notamment au gasoil, plus l'impôt est élevé. Cette taxe atteint même les 20 000 dirhams pour les voitures d'une puissance fiscale supérieure ou égale à 15 chevaux. Pas de changement majeur également pour cette année pour les pénalités. Au-delà du 31 janvier, les retardataires devront donc payer leur vignette 15% plus cher sur le premier mois. Et pour les plus récalcitrants, une majoration supplémentaire de 0,5% d'en plus appliquée sur le prix de la vignette pour chaque mois de retard. Enfin, pas de stress, il est possible de payer sa vignette en toute sérénité sur une multitude de canaux à distance, sur le mobile, au niveau des guichets bancaires et même sur les sites internet dédiés ou encore auprès des points de paiement des prestataires de services et les réseaux bancaires. L'automobiliste a donc l'embarras du choix à condition de se dépêcher avant le 31 janvier, donc d'ici au plus tard ce dimanche. Concrètement, Mehdi, à quoi servent les recettes de la vignette? Et ça, la question mérite d'être posée. Plusieurs automobilistes se demandent à quoi sert réellement la vignette automobile, une taxe exceptionnelle qui n'est d'ailleurs appliquée que dans une dizaine de pays dans le monde. En tout cas, au Maroc, elle est obligatoire pour une partie du parc automobile national estimé à 4,3 millions de véhicules, toutes catégories confondues. On paie la vignette non pas pour compenser les émissions de CO2 ou pour la réhabilitation des routes cabossées, peut-être indirectement, mais plutôt pour boucler le budget de l'État. Les recettes de la vignette estimées annuellement à 3,4 milliards de dirhams vont exactement aux caisses de la Direction générale des impôts avant de se fondre dans la cagnotte générale des finances publiques. Pour résumer, Hassan, cet impôt obligatoire n'est pas forcément payé en contrepartie de l'utilisation des infrastructures routières. D'ailleurs, Hassan, pour rouler vite et en toute sécurité, nous payons les autoroutes et même au prix fort. Mais est-ce que ne pas payer sa vignette est possible et dans quel cas de figure? Difficile, Ihsan, d'échapper au paiement de cette vignette. Pourtant, il y a quelques exceptions qui existent et sont rares. Depuis quelques années, les voitures électriques et même hybrides sont exemptées de cette taxe annuelle. Idem pour les véhicules de transport mixte dont le poids est inférieur ou égal à 3000 kg. Enfin, les taxis, les véhicules de service des administrations publiques et même les ambulances ne payent pas de vignette. Donc, Ihsan, vous êtes prévenu, ne réfléchissez pas à repeindre votre voiture en rouge pour ne pas échapper au paiement de la vignette. Merci Mehdi pour toutes ces précisions. Arrêtons-nous à présent sur cette troisième enquête du Haut Commissariat au Plan sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur les entreprises. L'étude, qui a concerné la période du deuxième semestre de l'année dernière, répertorie les secteurs les plus touchés. Elle révèle aussi que près de 38% des entreprises ont réduit leur effectif employé. Le point avec Mamadou Diaye. Jamais l'activité de l'entreprise n'aura été aussi malmenée qu'en 2020. La troisième enquête du Haut Commissariat au Plan sur les effets du Covid-19 révèle que plus de 16% des entreprises ont été en arrêt définitif ou temporaire.
Cela au terme du second semestre de 2020, conséquence de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Le monde de l'entreprise en général a toutefois tenu tête dans ce contexte particulier. L'enquête montre que 83,7% des entreprises ont déclaré avoir maintenu leur activité malgré les disparités suivant les secteurs. Les entreprises évoluant dans le transport et l'entreposage, de l'hébergement, de la restauration et des activités immobilières peinent toutefois à redécoller. D'autres ont subi de plein fouet la crise sanitaire, les ayant conduits à un arrêt définitif. 10% de ces entreprises qui ont mis la clé sous la porte sont du secteur des industries du textile et du cuir et 7% dans les activités immobilières. Les répercussions sur l'emploi sont visibles. Près de 38% des entreprises ont réduit leur effectif employé durant le deuxième semestre 2020 en comparaison à la même période de 2019, indique le HCP. Ce sont les entreprises de l'hébergement et de la restauration qui ont payé le plus lourd tribut. 64% de ces entreprises ont réduit de moitié leur effectif durant le deuxième semestre de 2020. En face, seulement 5% des entreprises ont connu une augmentation de leur activité durant cette même période. La crise sanitaire qui a provoqué de lourds dommages sur l'emploi et les revenus à l'échelle mondiale, c'est 255 millions d'emplois qui ont été perdus en 2020 selon l'Organisation internationale du travail. Ce chiffre confirme le terrible impact subi par le marché du travail l'année dernière. Nous ouvrons la page culturelle de ce journal avec le nouveau court-métrage de la réalisatrice Sloua Regragui, PN, pervers narcissique ou les larmes d'une bougie, qu'elle a aussi écrit, raconte l'histoire d'un couple qui, vu de l'extérieur, semble très heureux, mais le comportement narcissique de l'époux détruit chaque jour un peu plus sa femme. À l'affiche de ce film, on retrouve Jalila Talemsi et Hicham Ibrahimi. C'est le deuxième court-métrage de Sloua Regragui qui, avec Le Grand Combat, sorti en 2019, a remporté le prix de la meilleure réalisatrice femme à Hollywood South Film Festival aux États-Unis en 2019 et le meilleur film africain au festival Amazing Short Film à Madrid l'année dernière. Et pour nous parler de l'histoire de ce couple qui est inspiré de faits réels, Sloua Regragui est l'invité salon de ce journal. Sloua, bonsoir. Bonsoir Ihsan. Alors pour commencer, pourquoi vous avez choisi de parler de ces femmes qui ont vécu sous l'emprise d'un pervers narcissique? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire un film sur cette forme de violence qui est invisible? Voilà, vous l'avez dit vous-même, parce que c'est une forme de violence invisible, donc ça m'a touchée, et parce que c'est une violence qui est muette, mais qui est très grave et très dangereuse chez la victime, et elle n'est même pas repérée par la justice, même pas, parce que ça ne laisse pas de traces, et le pervers ne dévoile son vrai visage qu'une fois il est en face de sa victime, c'est-à-dire il a une vie sociale, c'est le prince charmant à l'extérieur. Oui, on le voit dans le film d'ailleurs, quand ils sont fiancés, tout va bien. Ben oui, c'est qu'une fois qu'ils sont sous le même toit qu'elle découvre un autre personnage. Tout à fait, c'est là où il change, c'est là où il essaie de tisser la toile d'araignée et de la rendre une victime, quoi, c'est-à-dire de la couper du monde extérieur. Et ça m'a touchée, il fallait en parler. Alors, Les larmes d'une bougie, pourquoi ce titre et pourquoi les bougies sont très présentes dans ce film? Parce que elle, la pauvre, l'histoire, elle est inspirée de faits réels. Et la femme qui a subi cette perversion, c'est une femme carriériste qui avait vraiment une très très belle carrière et qui a laissé tomber tout ça pour son amour. Et qui, au début, elle n'a pas cru, elle n'a pas réalisé qu'il est un pervers. Elle a dit non, parce que non, c'est mon choix, non, c'est sûr que peut-être qu'il est un peu plus jaloux, mais petit à petit, elle a commencé à... Elle pensait qu'elle faisait des concessions par amour. Par amour, et c'est comme ça qu'elle illuminait. Et en même temps, sur le côté plastique, c'est-à-dire de l'esthétique de l'image, il y a ces bougies qui sont très très présentes, puisque la femme, elle prenait un bain. Elle avait un rituel qui lui restait. Parce qu'il lui restait plus rien. Tout ce qui lui restait, c'est son petit bain. C'est là où elle prenait soin d'elle. Et entouré de bougies. Et on voyait, à fur et à mesure,
pendant le film que ces bougies étaient en train de s'éteindre tout comme elle. Comme elle se consume à petit feu. Voilà, tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que dans le film, on parle au masculin alors que les psys sont unanimes, la perversion narcissique est autant féminine que masculine? Ben, écoutez, parce que moi, je me suis vraiment documentée sur ça. Et donc, puisque le travail m'a pris 8 mois, 9 mois, donc je me suis bien documentée. J'ai eu des avis de psy et tout. D'après ce qu'on dit, les statistiques montrent que les femmes, il y a plus de pervers hommes que femmes. Il y a 25% de femmes qui sont perverses, mais ça existe aussi. Maintenant, les pervers sont plus sur le côté masculin, quoi. Il faut le dire, c'est un sujet qui est encore tabou chez nous. Voilà. Et je dirais, moi les 25%, moi je dirais un peu plus, hein, parce qu'il y a même des perverses qui sont... Le nombre de perverses est aussi un peu élevé, parce qu'un homme ne pourra jamais partir et dire je suis sous l'emprise d'une femme perverse, parce que ça touche en fait son ego de mâle et de... Voilà, un petit peu ça. Silwa Draghi, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau en réalisant ce film sur ce sujet? Ça me touchait vraiment, ce sujet, ça me touchait. Pendant 3-4 ans, ça me touchait énormément. Il fallait que je dévoile ce mal qui est invisible et qui fait beaucoup, beaucoup de mal. Et donc maintenant, après l'avoir fait, je me sens plus ou moins... je dirais sereine, parce qu'il faut vulgariser un petit peu ce mal, et c'est parmi les missions de l'artiste, c'est ça. Voilà. On espère le voir bientôt, même si le contexte est difficile en ce moment. Il est difficile, oui. Pour le moment, on va attendre un petit peu, et puis on verra. Silwa Draghi, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi, merci. C'est une chanteuse authentique avec une voix puissante et une écriture en darija et en anglais. Leïla Chakir et ses musiciens étaient à l'Institut français de Meknès ce week-end pour un concert digital où l'artiste a proposé une fusion entre la musique traditionnelle de l'oriental, sa région natale, et le rock. Reportage Sarah Jabri et Alain Dilhmin. Une voix suave et un regard pétillant, Leïla puise son inspiration dans plusieurs styles musicaux, du raï au shabi en passant par Rgada qu'elle affectionne tout particulièrement puisqu'elle est native d'Oujda. À défaut de pouvoir rencontrer son public sur scène, elle donne des concerts virtuels. Cette nouvelle formule nous permet de survivre musicalement en ces temps de pandémie, puisqu'il est impossible pour moi personnellement de ne pas faire de la musique, de la partager et surtout m'exprimer en tant qu'artiste. On s'exprime, voilà. Permettre aux artistes de s'exprimer et au public d'accéder à distance à des concerts générateurs d'émotions dans un format Covid compatible, c'est le défi que s'est lancé l'Institut français de Meknès. On s'est dit qu'on pouvait peut-être mettre en avant des particularités musicales, les filmer et les mettre en forme digitale, en tout cas en forme numérique, pour permettre un accès élargi et valoriser la culture musicale marocaine. Après les rythmes de l'oriental, c'est la musique baroque qui sera au menu du prochain concert virtuel. Des événements musicaux réinventés que les mélomanes pourront déguster à volonté sur les différentes plateformes en ligne de l'Institut français de Meknès. On termine avec ce rendez-vous à ne pas manquer ce soir, la version marocaine du grand concours de pâtissiers amateurs. Le meilleur pâtissier arrive sur 2M, diffusé tous les mardis à 21h45 à partir de ce soir. Cette compétition entièrement dédiée à la pâtisserie mettra à l'épreuve 10 participants pendant 8 semaines qui s'affronteront pour remporter le titre de Ahsen pâtissier avec à la clé la publication d'un livre de recettes en leur nom. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. La distribution des premières doses du vaccin anti-Covid se poursuit dans plusieurs villes du royaume. Nos équipes à Agadir, Tanger, Rachidia et Oujda ont assisté à la remise des premiers lots qui ont été stockés dans des chambres froides. C'est devenu un rituel inévitable pour les automobilistes à Rabat, tourner en rond avant de se garer. Pourtant, la capitale regorge de parkings et plusieurs projets sont en cours de réalisation. C'est un problème de gestion, on l'a vu, qui serait à l'origine de cette situation. Plus que quelques jours pour payer votre vignette automobile 2021. Le dernier délai est le 31 janvier. Prix, procédure, pénalité, exonération. Mehdi Boukhari nous a fait un décryptage dans sa chronique Question Éco. C'est un court-métrage qui raconte l'enfer d'une relation avec un pervers narcissique. Les larmes d'une bougie est un film qui met des mots sur une forme de violence invisible. Sa réalisatrice Silwa Draghi était l'invité salon de ce journal.
Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zakaria et Abdelmjid juste qu'après. Ne manquez pas ce premier numéro de l'émission Ahsen Pâtissier. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. Excellente soirée à tous.